Au sommaire de cette édition, de nombreuses personnes ont arpenté les rues de Ouagadougou pour exiger du gouvernement des logements décents pour la population. À l'international, Julius Maada Bio, candidat de l'opposition, remporte la présidentielle en Sierra Leone. Et c'est tout de suite dans cette édition. Mesdames et messieurs, bonsoir et merci de nous recevoir chez vous. Comme je vous le disais en titre, ils avaient annoncé, ils l'ont tenu ce matin dans les rues de Ouagadougou pour exiger du gouvernement des logements décents pour la population. Un document contenant la plateforme revendicative a été transmis au ministre en charge de l'urbanisme et l'habitat. Moïse Kinda y était, voici son reportage. La coalition des associations pour la défense au droit de logement a tenu ce matin sa marche meeting pour marquer leur intention face à la crise du foncier. Ce matin, nous sommes là pour réclamer des logements décents parce que nous voyons que dans la ville de Ouagadougou, souvent on dit que les lotissements sont arrêtés, mais nous voyons qu'il y a des immobiliers, des promoteurs fonciers qui prennent tout et les populations, ils sont là, elles sont du moins sans logement. Oui, ça ils peuvent toujours le dire, mais ce n'est pas vrai. Il y a des populations, il y a des gens même, ils n'ont même pas en fait accès à une parcelle, ce n'est pas pour vendre. Donc quand l'autorité dit ça, c'est juste pour embrouiller les gens. En réalité, c'est des immobiliers, c'est eux qui font la loi. Donc c'est eux qui prennent tout et les populations souffrent. Ils ont quitté la bourse du travail pour rejoindre le ministère de l'urbanisme et de l'habitat où ils ont remis au ministre Bonané leur plateforme revendicative. Je voudrais vous rassurer sur un certain nombre de questions dont nous avons eu l'occasion dans le cadre du dialogue, dans le cadre des échanges entre nous et les organisations de la société civile, des questions que nous avons eu à aborder. La principale question, c'est le logement. Vous voyez que nous avons un ambitieux programme de logement. La deuxième question, c'est les questions du lotissement et d'aménagement. Là aussi, il faut le dire, dans le programme présidentiel, il y a un volet qui est consacré donc à la résorption des quartiers spontanés. Et le processus pour toutes ces questions, que ce soit les logements, que ce soit la restructuration, le lotissement des zones non loties, c'est un processus qui est déjà en cours, je vous rassurer. Nous allons l'accélérer, mais c'est un processus qui est déjà en cours. Pour ce qui est du logement, je dis toujours, vous avez vu l'exemple de Gawa, où nous avons fait une rupture par rapport à ce qui se passait en matière de construction de logements pour la commémoration des 11 décembre. Nous avons construit des logements sociaux dont les coûts ont baissé jusqu'à 3,5 millions. C'est des cas rares dans toute la sous-région. C'est pour vous dire qu'il y a une forte volonté politique. Pour ce qui est également des zones non loties, nous avons commencé les échanges, d'abord avec les conseils municipaux, ensuite nous irons sur le terrain avec les populations. Ce qui est de la commission d'enquête parlementaire, vous avez tout suivi, le rapport a été remis au Premier ministre le vendredi passé. Il sera bientôt adopté en Conseil des ministres et ce que vous aviez comme préoccupation, nous allons le faire avec l'ensemble des acteurs, les populations, les organisations de la société civile, les collectivités locales. Selon les organisateurs, ils exigent entre autres l'arrêt immédiat des activités des sociétés immobilières, l'investissement de l'État dans la construction des logements sociaux au profit de la population diminue et mettre fin au projet de la création de bidonvilles. Non, nous disons que les sociétés immobilières
s'accaparent, font de l'accaparement des terres au détriment des populations. Et nous pensons que ça, c'est de l'expropriation purement et simplement. Et ensuite, c'est qu'on nous dit au niveau des autorités que ces sociétés vont construire des logements sociaux. Et jusque-là, qui peut nous dire laquelle de ces sociétés a construit un seul logement social au vrai sens du terme? Un logement accessible aux populations, à nos militants, à ceux-là qui sont les plus pauvres. Il aussi dit qu'il nous dira si notre problème est résolu ou pas à la suite dans le midi. Oui, nous nous sommes rencontrés bien avant cette activité, par 2 fois d'ailleurs, et nous avons constaté qu'il n'y a pas eu d'avancée par rapport à ce que nous voulons. Voilà pourquoi nous avons maintenu cette activité. Si rien n'est fait après cette marche-meeting, les organisateurs comptent hausser le ton d'une autre manière. La Fédération des Églises et Missions évangéliques du Burkina Faso a procédé ce jour en fin de matinée à l'installation des responsables régionaux qui serviront de représentants et de relais dans leurs différentes localités. Le reportage est signé Dieudonné Koumsara et Delphine Banissi. Un président, un secrétaire général et un trésorier général, c'est la composition des bureaux régionaux représentant la Fédération des Églises et Missions évangéliques à FEME. Ces responsables élus à l'issue d'élections organisées dans leur localité auront pour tâche pendant 4 ans de coordonner des actions d'évangélisation dans les provinces, résoudre d'éventuels conflits auxquels ils feront face et naturellement représenter la FEME devant les autorités religieuses, coutumières et administratives de leur région. Le président de la fédération a exhorté ses responsables à œuvrer dans l'unité du corps du Christ, car, dit-il, il n'y a qu'un seul Seigneur. Il était important que nous aussi nous puissions avoir nos représentants dans les provinces. Alors c'est à cause de cela que nous avons donc organisé des élections provinciales et chaque province est représentée par 3 personnes, par 3 pasteurs, notamment un président, un secrétaire général et un trésorier général. Alors leur fonction, c'est d'abord de porter l'évangile partout où besoin est. Vous savez que le rôle d'une église, c'est de former des disciples. Alors il faut donc qu'ils aillent, qu'ils travaillent, qu'ils évangélisent et qu'ils fassent des disciples. Comme nous l'a recommandé notre Seigneur Jésus dans Matthieu 28, 18 à 20. Alors leur deuxième fonction, c'est de nous représenter. C'est de représenter la FEME auprès des autorités politiques, des autorités religieuses et partout où ils seront appelés à représenter la communauté protestante du Burkina Faso. Alors dans un premier temps, il est très important pour tout leader, tout pasteur est un leader de société. Alors la première recommandation, le premier ordre que nous leur donnons, c'est de servir dans l'intégrité. Il faut qu'ils soient intègres. Comme nous l'avons dit, ils doivent servir en regardant l'exemple du Maître, le Seigneur Jésus. Il a dit qu'il est venu non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de beaucoup. Donc le Seigneur Jésus est venu pour servir. Ils doivent aussi servir et se donner proprement dans le travail. Et pour ce faire, ils doivent être des personnes honnêtes, des personnes vraiment à qui on fait confiance. Des personnes véritablement, quand on les regarde vivre, on leur dit, bon, vraiment, c'est le Seigneur qui vit en eux. La prière de consécration a été prononcée par un trio composé du pasteur Didier Pitroapa de l'église apostolique, le docteur Philippe Ouedraogo des Assemblées de Dieu et du pasteur Henriet de l'église baptiste. Il faut le rappeler, la Fédération des Églises et Missions évangéliques compte 14 dénominations qui se sont donné la main d'association afin de gagner des âmes à Christ. Dans le but de rendre visibles ces activités, le ministère en charge de la sécurité s'est doté d'un site web www.sécurité.gov.bf. C'est un site sécurisé qui a été lancé ce matin et le reportage est de Delphine Banissi et de Dieudonné Koumsara.
Mesdames et messieurs, je déclare officiellement lancé le site web sécurisé du ministère de la Sécurité. Et le top départ de ce tout premier site web institutionnel sécurisé est officiellement donné. Fonctionnel depuis octobre 2017, le www.sécurité.gov.bf a connu 3 phases dans sa confection. La première consistait à collecter les données qui devraient figurer sur les différentes pages, puis suivra la phase de confection de l'architecture du site, comment il devrait se présenter, et la phase finale était l'habillement du site avec les données préalablement collectées. Le site, en fait, fait ressortir les différentes informations. Vous avez déjà les différents communiqués du ministère, les événements qui sont liés d'une manière générale à la sécurité. Vous avez les textes officiels parce que la plupart des gens sont à la recherche des informations, sont à la recherche de la loi. Et vous avez les informations utiles. Plusieurs gens veulent savoir comment on fait pour pouvoir avoir un service de gardiennage. Ils peuvent trouver l'information sur le site. Comment on fait pour pouvoir se mettre en place un passeport. Ils peuvent avoir ces informations sur le site. Voilà, c'est les différentes informations que les usagers peuvent trouver sur le site du ministère en charge de la sécurité. Pour le premier responsable du département sécurité, Clément P. Sawadogo, ce site web fonctionnel servira à renseigner les citoyens, mais également c'est une tribune pour ces derniers pour s'exprimer à l'endroit du ministère de la Sécurité. À un moment donc où un ministère comme celui de la Sécurité se doit de disposer d'un site web, pas seulement d'en disposer pour le principe, mais surtout de l'animer régulièrement, de le mettre à jour de manière courante et de pouvoir développer à travers ce site une dynamique de relation avec les citoyens. Les citoyens ont besoin de la sécurité, ils ont besoin pour cela d'être régulièrement rassurés, d'avoir des informations qui les rassurent, qui les éclairent, et le site web va être cette interface et aussi cette tribune qui sera à la disposition des citoyens burkinabés et pourquoi pas de tous ceux qui s'intéressent à l'action de notre ministère de par le monde. L'objectif premier, c'est de présenter un ministère de la Sécurité en activité tous les jours. Donc, notre activité de chaque jour sera présentée aux lecteurs et également toutes les informations dont nous pouvons disposer en matière sur les questions de sécurité qui sont des questions sensibles, nous allons également les mettre sur le site. Et comme vous le savez, nous sommes dans un contexte où, avec la menace terroriste, avec la grande criminalité, il y a beaucoup de problèmes, mais il y a beaucoup de préoccupations, mais les forces de défense et de sécurité sont aussi sur le qui-vive. Elles sont en alerte permanente. Donc, elles mènent des actions qui ne sont pas forcément connues des citoyens. Et il faut que sur ce terrain-là, il y ait une amélioration de la communication. Au www.sécurité.gov.bf, le citoyen lambda a accès aux informations du ministère en charge de la sécurité. Sur le plan international, l'Afrique est dans une démarche de libre-échange avec l'Inde. Les détails dans ce téléma. À peine signé le 21 mars 2018, le traité de la zone de libre-échange continentale intéresse déjà plusieurs pays du monde. Lors d'une conférence sur le partenariat Inde-Afrique à New Delhi le 25 mars, le ministre indien du Commerce et de l'Industrie, Suresh Prabhu, a déclaré qu'un accord de libre-échange permettrait de diversifier le panier des échanges commerciaux et sera bénéfique aux pays signataires du traité de la ZLEC. Pour des analystes, il est trop tôt de parler d'accord de libre-échange entre l'Inde et le continent africain. Le traité de la ZLEC a été signé par 44 États sur 55, sans l'adhésion de la première puissance économique du continent, le Nigeria. Si l'Afrique signe aujourd'hui, la réalité c'est que l'avance de développement de l'Inde ou la Chine ou d'autres sur l'Afrique va faire que toute la production industrielle, pour être très précis avec vous, la transformation d'un jus de mangue, tout simplement, va se faire par des Indiens. Parce qu'ils vont venir avec des technologies adaptées, rapides, pas trop chères, et ils vont le faire eux-mêmes. C'est la même chose pour les Chinois, ce qui est en train d'arriver. L'Inde compte déjà 29 ambassades en Afrique et a récemment approuvé l'ouverture de 18 nouvelles autres sur le continent d'ici 2021.
Selon les autorités indiennes, le régime préférentiel indien de franchise de droits des pays les moins avancés pourrait faire passer les échanges commerciaux avec le continent de 53 milliards de dollars en 2017 à 150 milliards de dollars d'ici 5 ans. Pourquoi l'Afrique n'a pas des ambassades de type économique dans la plupart de ces pays? Et je dirais même que l'Inde est tellement grande qu'au sein même de l'Inde, il va falloir avoir pratiquement une trentaine, quarantaine, cinquantaine d'ambassades africaines spécialisées. Parce qu'il s'agit en fait d'attirer non seulement les investisseurs, les technologies, les identifier et ensuite les acheter. Parce que faut pas vous faire des idées, il n'y a pas de cadeau dans cette histoire. Il s'agit bien de commerce. Donc en même temps que vous me dites que l'Inde va venir avec des ambassades, qu'est-ce que fait l'Afrique? Aujourd'hui, en termes d'échanges économiques, la problématique du transfert des technologies en Afrique est posée par les experts. Selon eux, la non-maîtrise des techniques de transformation dans des secteurs clés comme l'énergie, les TIC ou encore l'agriculture lui fait perdre d'importantes dividendes. Julius Madabiou, le militaire de 53 ans, remporte la présidentielle en Sierra Leone, suivant le compte-rendu. Oui, ambiance de célébration ici dans le centre de Freetown où nous nous trouvons tout près du siège du SLPP, le Sierra Leone People Party, le principal parti d'opposition dont le candidat à la présidence, Julius Maada Bio, a été proclamé vainqueur de cette présidentielle. Une célébration dans un climat quelque peu tendu, comme vous pouvez le voir, puisque des affrontements entre partisans des deux candidats, entre partisans de Julius Maada Bio et ceux de Samura Kamara, ont eu lieu avant même la proclamation des résultats. Des scènes de violence redoutées par nombre de Sierra-Léonais après une campagne qui a fortement polarisé le pays, presque divisé en deux après ce scrutin présidentiel. Et donc l'un des principaux et premiers défis du nouveau président sera de réconcilier ces deux Sierra Leone, mais aussi de répondre aux immenses attentes et aux immenses espoirs qu'il a soulevés auprès de la jeunesse de ce pays qui a un taux de chômage de près de 70%, sans compter toute son action pour relever l'économie du pays qui se remet encore à peine de la terrible épidémie d'Ebola qui a tué près de 4000 personnes ici. Pour la protection de l'environnement, le gouvernement tanzanien suspend l'usage des matériaux en polyéthylène. Suivant. Interdire l'usage des matériaux en polyéthylène et observer des pertes d'emplois ou assister à la pollution de l'environnement sans toutefois réagir, voici ce qui rend encore dubitatif le gouvernement tanzanien. Pourtant, en 2017, l'Assemblée législative de l'Afrique de l'Est a interdit la fabrication, la vente et l'importation des emballages plastiques. Mais la Tanzanie importe à ce jour 70% de ses sacs plastiques. Nous ne voulons pas continuer à générer des déchets plastiques. Dans le même temps, nous sommes préoccupés par la perte d'emplois dans les usines produisant des matériaux en polyéthylène. Une fois que nous interdirons l'usage des plastiques, certaines usines fermeront, ce qui entraînera la perte d'emplois. L'usage des matières plastiques génère plusieurs dangers. Au niveau environnemental, les déchets sont estimés à 18 000 et 30 000 tonnes de déchets non biodégradables par an dans tout le pays. Des chiffres qui interpellent le gouvernement tanzanien à trouver des solutions adéquates. L'État devrait mettre fin à l'importation, n'est-ce pas, de papier plastique, de tout ce qui est plastique non biodégradable. Interdire les supermarchés d'emballer les papiers plastiques, le papier d'emballage non biodégradable et surtout stimuler, n'est-ce pas, la population, sensibiliser la population à utiliser les papiers, n'est-ce pas, des sacs fabriqués de manière artisanale, pas de matière biodégradable. La question du changement climatique interpelle tous les pays du monde. Plusieurs États prennent des mesures pour y remédier. En Afrique de l'Est, le Rwanda et le Kenya sont parvenus tout de même à interdire l'usage des emballages plastiques après moult négociations. Mesdames et messieurs, ainsi s'achève cette édition. Merci de rester fidèles au programme de la télévision de la famille.